parfaitement, il est mis parfaitement sur les rails, non, du train, oui, sur les rails de la direction qui est en train de prendre le monde. Donc, accélérer certaines choses, mais c'était aussi quelque chose qui faisait pour battre certains adversaires qui n'ont été pas battus réellement, mais ils ont perdu certaines batailles. La guerre est encore en cours. Quand je parle comme ça, je me ressemble Doctor Strangelove. Je ne sais pas si vous avez vu les films de Kubrick. Mais quand je parle comme ça et je me vois au miroir, je pense d'être fou. Mais je ne suis pas fou. Ceux qui ont découvert surtout en inquiétant sur Al-Qaïda, et que dans ce moment-là, dans les dernières 20 ans, il y a une guerre différente qu'avant. Avant, il y avait la guerre entre les États-Unis et l'Union soviétique. Après, c'est changé. C'est toujours une guerre pour les contrôles. C'est normal que les pays, les gens, pas seulement les pays, les gens, les groupes, ils veulent contrôler. Ça, c'est une chose humaine. Alors, mais ils ont changé les protagonistes. Avant, il y avait États-Unis et Union soviétique. Après, il n'y avait plus l'Union soviétique. Alors, il y avait des autres protagonistes. Les protagonistes étaient toujours les États-Unis, mais l'Europe, par exemple la France. Il y a eu, dans les dernières 15 ans, une guerre entre la France et les États-Unis, en Afrique. Beaucoup des pays africains et français ont été mangés par les Américains. Après est arrivée la Chine, qui est très importante. Aussi, la Russie a retourné. Et il y a aussi des autres protagonistes. Donc, je ne sais pas comment dire, c'est pas si simple. C'est une chose un peu plus compliquée. Aussi parce que parler des États-Unis comme ça, c'est une simplification. L'économie américaine est contrôlée et des propriétés de 20% de l'Arabie Saoudite, de 15% de la Chine, et etc. etc. Donc quand on parle des États-Unis, on parle de beaucoup des autres pays. Et c'est la même chose si on parle de la France, de l'Italie. Et la Chine contrôle les 15% de l'économie américaine. En même temps, il y a plein d'usines américaines qui travaillent en Chine. Alors, ils sont en guerre, on peut dire, mais en même temps, ils travaillent ensemble. Donc, quand on cherche d'expliquer ce qui est en train de passer dans les planètes, il faut tenir compte de toutes ces choses-là. Donc, les nouvelles ordres mondiales, lesquelles? De qui? Sûrement, il y a une chose différente. Pas un pouvoir contre un autre grand pouvoir dans le monde, mais probablement un pouvoir qui domine sur les gens normaux. Ça, c'est différent. Parce que si tu as la possibilité de contrôler les médias, tu contrôles les informations et les savoirs. Et il y avait quelqu'un qui disait que les savoirs, c'est les pouvoirs. Donc, l'ancêtre a beaucoup aidé à contrôler les savoirs, à contrôler les mondes de l'information, et donc à soumettre les gens comme nous. Bonsoir. Je voudrais vous poser une question. Je voudrais poser une question sur votre documentaire.
comment cela se fait-il que vous ayez parlé du 4e avion? Est-ce que ça fait partie des 95% que vous n'avez pas mis dans le film? Oui. Comme je dis avant, on pouvait faire seulement un film de 1h40, pas une encyclopédie. Donc on a décidé de couper des parties du film, des parties de l'enquête. Il y avait des choses sur qui on n'était pas sûr en regardant les 4e avions, comme qu'est-ce qui s'est passé avec l'avion. Alors, comme dans le Pentagone, c'est la même histoire du Pentagone. Il n'y a pas l'avion, il y a un trou, mais il n'y a rien. Alors, c'est fini où l'avion? Pourquoi il y a un trou? On a interrogé beaucoup de... on a interviewé beaucoup des experts, des crashs aériens, et chacun disait une chose différente. Donc, on ne savait pas quoi penser. Et pour cette raison, on a pensé, ok, le film, ça marche quand même. L'important, c'est de donner l'impression générale de ce qui s'est passé dans ce temps. C'est pas de faire un petit morceau chaque chose, c'est pas de raconter tout. On peut pas raconter tout, sinon on fait une série de télévisifs, pas un film. Et donc, on a coupé les 4e avions. Moi, je voulais vous remercier évidemment pour ce film, et en particulier, j'ai beaucoup apprécié la séquence où vous expliquez ce que signifiait Al-Qaïda. Al-Qaïda, que moi j'ignorais totalement, j'ignorais l'existence de ce mouvement, je n'avais jamais entendu parler, aucun mot. De savoir que ça signifie base de données, c'est assez intéressant. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a eu quand même un certain nombre de morts. Il y a eu des meurtres. On parle beaucoup, on donne des tas d'interprétations, mais il y a une chose dont je n'ai pas entendu parler, c'est d'une plainte, d'un procès de magistrats qui auraient été saisis, en particulier par les victimes ou les parents des victimes. Peut-être qu'un procès normal aurait permis d'éclairer les choses, et qu'on ne serait pas dans les supputations où chacun dit la sienne actuellement, mais sans aucune base légale. Est-ce qu'il y a une enquête de police, de quelque chose? Est-ce qu'il y a une plainte déposée? Qualcuno ha fatto denuncia o... Alors, la police, non. L'FBI, il a fait une enquête qui est terminée 3 jours après. Donc ça c'est l'enquête de l'FBI. Des parts des parents des victimes, il n'y a eu ils ont dénoncé à la magistrature. Il y a 3 tentatives de procès en cours dans les États-Unis. Le premier, c'est de part de Rodriguez, ce qui est le gardien des tours. Et il a demandé de poursuivre Bush et toute l'administration Bush pour crimes contre l'humanité. Mais dans ce moment-là, il y a un juge qui doit juger si c'est le cas de faire un procès ou pas. Et sont 3 ou 4 ans qu'il attend. Est-ce qu'il est vivant? Quoi? Est-ce qu'il est vivant? Le juge? Non, Rodriguez. Rodriguez, oui. La deuxième enquête, c'est sur... non, pas enquête. La tentative du procès, c'est un vieux, ancien membre de FBI, agent de FBI, qui a été mobilisé. Oui, parce qu'il cherchait d'empêcher le 11 septembre. Et donc, il a dénoncé tous les chefs de l'FBI. Et la troisième, c'est une cause collective de 2000 personnes
contre toute l'administration pour les désastres écologiques qui s'est passé après, en ce temps. Ça, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé après. Parce que c'est peut-être, d'un point de vue des victimes, encore plus grave de ce qui s'est passé pendant le 11 septembre. Ça, c'est un des documentaires qu'on a fait à part, et qui est sorti sur les DVD en Italie. Alors, la chute des tours a libéré une quantité énorme de dioxines. Il y a un hôpital qui s'appelle Mount Sinai, qui est le plus important hôpital de New York, qui a reçu beaucoup de gens malades. Il ne comprenait pas pourquoi elle était malade. Il a fait une recherche. Il a découvert que les 80% des gens qui sont entrés dans le nuage de la chute des tours, ils sont en train de mourir. Ils vont en mourir, des cancers et tout comme ça. Et ils ont aussi découvert, ça c'est une recherche officielle de l'hôpital, que les 57% des gens qui ont vécu, travaillé et ont passé beaucoup de temps dans la partie sud de New York, dans les 6 mois suivants, ils sont dans la même situation. Donc tous les gens qui travaillaient à Wall Street, tous les gens qui vivaient là-bas, les artistes de Soho. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a cette dioxine, c'était tout petit, et est entré dans les poumons. Oui. Il y avait aussi l'amiante, oui, bien sûr. Oui. Et donc, il y a une maladie qui s'appelle la cough de New York. Oui, la toux de New York. Et donc, les gens ont très difficulté à respirer. Sont déjà morts une centaine de personnes et il y a 14 000 personnes malades. Ça veut dire personnes qui n'ont pas la possibilité de travailler et qui sont dans les lits, ils attendent de mourir. 14 000 personnes déjà. Et ça s'est passé parce qu'il y a un organisme ministériel qui s'appelle EPA, c'est l'organisme qui s'occupe de la santé de l'environnement. De l'environnement, oui. Donc, il a fait un rapport les 2 jours après donc le 13 septembre. Et dans ce rapport, il était écrit tout. Il était écrit qu'il ne fallait pas aller là-bas et tous les gens qui ont aidé après le 11 septembre, ils devaient fuir de là parce qu'ils faisaient travailler à Ground Zero avec des vêtements spéciaux. Et alors, l'administration Bush, les ministres et les Bush même, ont fait couper cette partie et ils ont écrit que c'était tout parfait, que tout le monde pouvait travailler et vivre là-bas. Cette chose n'a été pas cachée. Les ministres de l'écologie américaine a dit ça en télévision. Il a dit, oui, c'est moi qui ai fait ça, et parce que la raison, c'est que l'économie américaine avait subi une défaite après le 11 septembre, une crise. Et donc, pour sauver des postes de travail, il faisait que Wall Street très peu à travailler. Et donc, il faisait faire ça. Et pour ça, il y a dizaines de milliers de personnes qui sont en péril de vie. Il y a une question là, oui. Moi, je voulais poser une question. Je voulais poser un peu cette question, ce qui s'est passé par rapport aux pompiers, par exemple. J'ai lu que les pompiers avaient été envoyés pour éteindre donc un incendie, tout ça.
et qu'après on leur avait dit, ils étaient malades, et on leur avait dit, ah ben oui, on ne savait pas, tout ça. Enfin, ce qu'on a fait en France avec la bombe atomique, etc. C'est toujours un peu le même procédé. Et j'aurais voulu vous demander si vous avez rencontré Marc Levin, parce qu'il a fait un film sur le 11 septembre, mais il est plutôt totalement à l'opposé du vôtre, puisque depuis que le débat, et le film et le débat a commencé, ni le mot juif ni le mot Israël n'ont été prononcés, alors que lui, dans les 5 premières minutes du film, on entend au moins 20 fois le mot juif. Donc il y a au moins 2 conceptions du 11 septembre, et en fait c'est ça qui fait problème en France, et évidemment, s'il y a un problème en France, c'est là-dessus qu'il y a un problème. Puisque tous les gens qui contestent... Vous avez des problèmes avec les juifs? Non, mais tous les gens en France qui contestent plus ou moins la thèse du 11 septembre sont accusés au mieux d'antisémitisme et au pire de nazisme. D'antisémitisme, pourquoi? Qu'il n'y a pas l'existence d'Israël, ça ne change pas avec l'11 septembre. Je ne comprends pas l'antisémitisme. Ah mais si quand même, parce que quand on attaque l'Irak, quand on veut attaquer l'Iran, c'est quand même dans la région. Oui, mais on parle des 11 septembre. Donc, je comprends qu'il y a quelqu'un qui voit la main d'Israël derrière tout. Personnellement, je suis habitué à dire les choses et à parler des choses seulement si j'ai quelque chose à dire sur les sujets. Alors, on a fait une enquête longue 3 ans et j'ai Sfida, je ne sais pas qui... Ah, défi. Oui, défi. Donc, j'ai défié. Ok, j'ai défié. Quelconque personne dans la planète a démontré qu'il a fait une enquête plus sérieuse et profonde que nous avons faite. Et on n'a jamais trouvé seulement un petit morceau d'Israël ou de Mossad dans l'enquête. Jamais. Baladez-vous dans New York. Hein, Quoi? Marc Levin se balade dans New York, lui il trouve très vite des gens. Alors, il est meilleur que nous. Mais quand même, on n'a jamais trouvé rien et on a vraiment cherché pendant 3 ans. Et la seule chose que je sais, ça c'est sûr, parce qu'il y a, je sais pas, c'est pas une chose cachée, qu'il y avait des types de Mossad qui étaient à New York et qui ont fêté en voyant les tours qui tombaient. Alors, je pense que dans le monde, ces jours-là, il y avait millions de personnes qui ont fêté. Millions. Aussi en Italie, il y avait plein de gens qui, allez, bravo les Arabes qui ont tué les Américains. Parce qu'en Italie, il y a plein de gens qui n'aiment pas les États-Unis, pas du tout. Donc, je pense qu'il y a plein, millions de personnes qui ont fêté. Et je ne pense pas que ces millions de personnes ont la responsabilité pénale de l'11 septembre. Peut-être que c'est une chose qui, c'est pas trop mignon de faire. Je sais pas, s'il y a quelqu'un qui mord, pas 30 000 personnes, mais une seule personne qui mord, aussi si c'est Hitler, moi je suis pas content. Je sais pas comment expliquer, parce que j'ai respect pour la vie de tout. Mais, je sais pas, lier ça à une responsabilité dans l'organisation, il y a un océan. Ultime question, que pensez-vous de la rumeur des gens qui auraient été prévenus, alors que cette rumeur, elle circulait déjà pendant la Deuxième Guerre mondiale? J'ai pas compris. Des gens qui auraient été prévenus et qui ne sont pas allés au travail. Ah oui. Voilà. Et alors que cette rumeur circulait déjà pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y avait des gens pendant la Deuxième Guerre mondiale qui déjà savaient dès le 11 septembre? Non, simplement pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des gens qui disaient on m'a dit de ne pas aller à cet endroit demain. Ouais. Effectivement, le lendemain, il y avait un attentat. Bah oui, ça c'est... Alors, je peux dire ça. Vous avez présent... Parfois, j'oublie des choses. Borat. Vous avez présent Borat? Oui. Il est drôle.
Pourquoi il est drôle? Parce qu'il vient d'un pays qui normalement c'est un pays normal, avec des gens normaux, mais pour l'Occident c'est un pays drôle, le Kazakhstan. Alors, il y a un autre pays, peut-être Borat est un type qui vient du Kazakhstan, mais pouvait venir aussi du Azerbaïdjan. Aussi l'Azerbaïdjan c'est un pays un peu drôle, on peut dire comme ça. Je ne sais pas si vous avez jamais connu des Azers. C'est pas une chose commune. Et alors, il y a un service secret en Azerbaïdjan, ça c'est déjà une nouvelle. Et ce service secret, quelques jours avant le 11 septembre, a téléphoné à l'FBI. Et les types qui a parlé avec, c'est senti dire, vous ferez quelque chose pour empêcher le 11 septembre, parce qu'il savait tout. Il avait tout raconté quelques jours avant, ce qui sera passé à New York, à Washington, etc. Bon, ça c'est le service secret de l'Azerbaïdjan, du cousin idiot de Borat. S'il y a quelques Azers ici, mais excusez-moi. Mais donc, si l'Azerbaïdjan savait tout, vous pouvez imaginer la France, l'Angleterre, Israël, l'Italie, le Canada, le Japon, etc. Il savait, il était informé de l'11 septembre, milliers de personnes. Donc, je pense que s'il y a quelqu'un, parce que j'ai aussi écouté parfois que les Juifs, il n'y a pas un Juif mort dans les tours. J'ai écouté ça. Alors, si ça c'est vrai, ça, je ne sais pas du tout, parce que je n'ai pas contrôlé la religion des morts. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça ou pas, je ne sais pas si c'était chrétien, juif, catholique, bouddhiste, comme ça. Mais, si ça c'est vrai, j'aime pas le Mossad, pas du tout. Mais, je ferai une statue au Mossad, parce que ce seront les seuls qui ont sauvé des gens. Après, il y a une société qui s'appelle iTunes, je ne sais pas si vous la connaissez, pour ceux qui écoutent la musique, qui choisit chaque année 8 films à les vendre sur Internet. Seulement dans les territoires des États-Unis. Bon, normalement, il choisit des films, je ne sais pas, Dustin Hoffman, Robert Redford, etc. Et dans les 2008, il a choisi aussi Zéro. Donc c'est un des 8 films qu'on peut acheter sur Internet, sur iTunes, dans les États-Unis. À propos des témoins, je vais raconter un épisode pour faire comprendre notre difficulté de trouver les témoins. Alors, la première fois que nous sommes arrivés aux États-Unis, nous sommes allés à Chicago parce qu'il y avait un congrès de parents des victimes de l'11 septembre. Et dans ces congrès, il y avait beaucoup de gens, il y avait des experts sur l'11 septembre, donc on a pensé, ok, on va la première fois parce qu'il y a certaines personnes qui sont intéressantes de l'écouter. Ils sont tous ensemble, donc ça coûte moins cher et c'est plus vite. On a pris une chambre de l'hôtel, la chambre avait la pièce de lit et oui, la salle de bain, bien sûr. Il y avait l'entrée, je ne sais pas comment ça s'appelle. Le salon. Oui, un espèce de salon, oui. Et bon, alors, on avait mis les caméras et tout dans la salle de bain. On a mis tout dans la chambre où il y avait les lits. Et certaines interviews, on a fait là, mais heureusement, on ne se voit pas. Et donc, on a fait la première interview, et quand on avait fini, je suis sorti et je suis entré dans j'ai ouvert la porte,
je suis entré dans les salons et pour me reposer parce qu'il y avait la deuxième interview dans une heure. Et quand j'ai ouvert la porte, je suis resté de sel. Je ne sais pas si on dit comme ça en français. Des marques, oui, c'est ça. Parce que la chambre, elle était pleine de gens. Il y avait 8 personnes dedans. Et je ne savais pas qui était cette personne. J'ai découvert que 2 étaient agents de la CIA, un c'était un type de l'FBI, et les autres étaient des types qui, hommes et femmes, qui avaient quelque chose à voir avec le 11 septembre, étaient tout là pour parler avec moi, pour se faire interviewer. Dans les 3 jours suivants, on a passé toutes les journées de 7h du matin à 3h de la nuit à faire des interviews, un après l'autre. Pas manger, pas aller dans la salle de bain et tout comme ça. Et et il y avait toujours plein de gens qui voulaient se faire interviewer. Il y en a un qui est venu de la Floride. Il a pris un avion parce qu'ils ont dit qu'il y avait des Italiens qui faisaient une enquête sur le 11 septembre. Donc ils ont pris un avion de la Floride. Un autre, il est venu de Californie. Alors ça, c'est pour expliquer la faim qu'il avait ces gens-là. Pendant 8 ans, ils ont cherché de contacter les médias, de contacter la commission d'enquête du Congrès, et personne ne l'a écouté. Ils étaient tous des gens qui pouvaient dire des choses très importantes dans ce temps, parce qu'ils étaient des témoins directs, où il avait participé en ce temps, où il avait fait des études très importantes selon ce temps. Et c'était toujours comme ça. On a dû refuser des gens. Donc l'enquête, je sais pas, en général, l'enquête a été très simple dans ce point de vue. Elle était très difficile de choisir quoi mettre. Elle était très difficile de refuser parfois des gens. Mais trouver les gens, c'était très simple. La seule chose difficile a été la recherche de la route de l'argent. Parce qu'on a cherché ça aussi. Qui a payé dans cet temps? Ça, c'était la chose la plus difficile de toutes. Parce qu'il y a, différent de toutes les autres choses, il y a des nouvelles certaines. Il y a des noms. Il n'y a pas un réseau. Il y a un prénom et un nom. Chaque fois qu'il y a un passage d'argent, il y a quelqu'un qui l'envoie et quelqu'un qui le reçoit. Et ça, c'est emprunté sur les papiers. Donc, on est certain. On ne peut pas faire des fautes sur ça. Et donc, pour cette raison, ça a été très difficile découvrir et trouver une solution à la route de l'argent. Ça, c'était la partie la plus difficile. On ne l'a pas mis dans le film parce qu'il était... après, si vous êtes intéressé, je vous expliquerai tout ça. Il était un peu compliqué de les voir dans les films. Il n'était pas trop communicatif. Et donc, on a pensé que c'était, oui, très important, mais c'était plus important raconter les autres choses et arriver au corps de tous les gens. Oui, donc moi, avant de vous poser une question, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que, enfin, c'est un peu naïf de votre part de dire que Israël est loin de tout soupçon par rapport aux attentats du 11 septembre. J'ai vu un petit peu parce que les Américains, il faut dire qu'ils participent financièrement, avec leurs armes, avec pas mal de choses donc avec Israël, et enlever tout soupçon pour Israël, moi je trouve que c'est un peu naïf de votre part. D'autre part, vous dites que vous avez fait le plus gros travail, vous avez fait apparemment l'un des plus gros travaux sur le 11 septembre. J'en doute pas, donc seulement sur ce qu'on a vu. Il faut dire qu'il y a pas mal de gens aussi qui ont beaucoup travaillé sur ces attentats, notamment Thierry Messant, la personne que vous avez interviewée, Mossadegh, Hassem Mossadegh, Griffith, enfin pas mal d'autres gens ont beaucoup travaillé dessus. Donc je pense que vous n'êtes pas les seuls à avoir travaillé. Mais ma question
Donc, la première question, c'est comment retrouver, si vous avez fait finalement que 5% de votre travail, comment faire pour récupérer les 95% de votre travail, parce que c'est dommage de les laisser de côté, de ne pas les mettre au public, à la disposition du public. J'aimerais bien voir ce travail en plus, on est sûr que ça serait très intéressant et très enrichissant. Et la dernière question que j'aimerais poser, c'est finalement, on vous a déjà posé la question tout à l'heure au début, c'est mais finalement, avez-vous vraiment été, y a-t-il eu des armes de dissuasion massive, pour utiliser une expression connue, qui vous ont, est-ce que vous avez eu des menaces ou est-ce qu'on vous a empêché de diffuser des informations parce que